Ce que je vais vous faire là, c'est un peu une enquête que j'ai menée sans vraiment m'en rendre compte. Je me suis installé en apiculture en 2010 de manière plutôt conventionnelle, même si j'étais en abeille noire, même si je traitais en bio, etc. Mais j'étais quand même dans une apiculture très conventionnelle, apiculture de production, etc. Et en fait, j'essayais de me rapprocher de l'état de la colonie à l'état sauvage, mais tout en produisant du miel, des essaims. Et j'avais des soucis de mortalité sur mes colonies, et j'arrêtais pas de me demander, mais comment ça se fait que des abeilles qui sont des animaux sauvages, qui sont là depuis des millions d'années, qui sont censées vivre sans les soins de l'être humain, même avec les soins de l'être humain, elles ont du mal à vivre, quoi. Et donc j'ai commencé à enquêter, voilà, donc je vous ai mis un peu l'intitulé de mon hypothèse. Et voilà, donc c'est un peu cette expérience-là de 10 ans à me dire mais comment ça se fait que j'ai des mortalités, alors même si ce n'était pas des mortalités énormes, ça dépend des années, mais il y a toujours des soucis, quoi. Il y a toujours des problèmes de santé, etc. Et on a toujours ça à gérer dans une exploitation apicole. Et donc ce questionnement-là, j'ai fait des petites recherches et donc je vais essayer de vous faire une petite histoire de l'homme et de l'abeille et expliquer si possible pourquoi je pense qu'on a des gros soucis avec l'abeille. Enfin que l'abeille a des gros soucis avec nous plutôt. Alors rapidement, l'abeille, elle est arrivée il y a à peu près 100 millions d'années. C'est de l'à peu près parce que selon les sources qu'on prend, c'est pas forcément les mêmes chiffres. Mais celle qu'on voit là-haut, c'est une abeille qui est dans de l'ambre, un peu comme dans Jurassic Park avec les moustiques qui font des dinosaures, là, qui a été trouvée en Birmanie. Et en fait, c'est l'individu abeille que j'ai trouvé le plus ancien. Et donc, on peut établir que c'est à 100 millions d'années à peu près. Il y a des chiffrages à moins 150 millions d'années, mais grosso modo, c'est cette période-là. Et qui correspond exactement à la période où les plantes à fleurs se sont développées. Donc, il y a vraiment une symbiose dès le départ entre l'abeille et les plantes à fleurs, et notamment la forêt. Les premiers comportements sociaux de l'abeille, donc des colonies qui ne sont pas forcément celles qu'on connaît aujourd'hui, mais des colonies, des petites colonies, c'est moins 87 millions d'années. Donc on voit que ces abeilles étaient plutôt solitaires au départ, et puis c'est arrivé à être petit à petit l'abeille que nous on connaît aujourd'hui et qu'on met dans les ruches. Mais tout ça prend beaucoup de temps. 1 million d'années, il y a 1 million d'années, c'est l'arrivée de l'abeille en Europe, et donc après on a des aires glaciaires qui vont avoir lieu, et puis ça se réchauffe, etc. Et en fait, ces changements de climat vont permettre à l'abeille de s'adapter à notre climat à nous, et de développer notamment l'abeille noire, qu'on connaît bien ici, je pense, à Fontvieille, enfin sur ce festival, et qui est notre abeille locale, et qui est vraiment adaptée à notre climat. Et cette abeille-là, elle s'installe il y a 12 000 ans, à peu près au néolithique, sur notre région, la France, enfin l'Europe, la France, quoi. Et puis, il y a à peu près à la même période l'installation de l'être humain. Et donc, les êtres humains étaient plutôt sédentaires, et puis il y a le néolithique qui arrive, et puis l'être humain s'installe lui aussi. On se sédentarise, c'est le début de l'agriculture et de l'élevage, et donc on va commencer à couper des forêts, à s'installer vraiment sur un territoire et à investir un territoire. Ce territoire, il est déjà habité par une population, notamment d'abeilles, mais comme l'homme à l'époque n'a pas les moyens qu'il a aujourd'hui, on assure qu'il y a encore 80% de l'Europe qui est couverte de forêts. Et en fait, on l'oublie parfois, mais l'abeille, c'est une abeille sylvestre. Donc à cette époque-là, elle a toute la place qu'elle veut pour s'épanouir, chose qui n'est plus forcément le cas, on va le voir par la suite. Et donc il y a une cohabitation entre l'homme et l'abeille qui se passe à cette époque-là, où l'abeille a toute la place quasi, et l'homme a pas encore la place qu'il a aujourd'hui. Et on peut imaginer que ça se passe plutôt bien pour l'abeille à cette époque-là. Le rapport de l'homme et de la nature à l'époque, c'est une nature plutôt donatrice, parce que même si on est dans l'agriculture, on a conscience encore à cette époque-là que quand on va chercher des graines pour produire des céréales, ça nous vient, on ne l'a pas inventé, ça ne nous vient pas de nulle part, c'est la nature qui nous l'a produit, quoi. Je vous ai mis la petite peinture rupestre que vous avez sûrement tous déjà vu, je pense, ou si ce n'est pas le cas, je vous redis, c'est dans une grotte en Espagne que ça a été découvert. C'est daté à peu près moins 10 000 ans, donc c'est à peu près la même période. Et c'est une cueillette de cire et de miel dans un arbre par un être humain. Donc on estime que même avant l'agriculture, dès la cueillette, on connaissait le miel et la cire. Donc on a commencé à exploiter l'abeille, entre guillemets, mais là c'est de la cueillette. L'impact est très faible par rapport au nombre de colonies d'abeilles qui peuvent potentiellement exister sur un territoire sauvage, quoi. Donc très peu d'impact de l'être humain à cette époque-là. Et puis à l'Antiquité, un petit peu partout en Occident, mais pas que, il
il y a un petit peu un changement de rapport à la nature qui se fait chez l'être humain. En fait, dans plusieurs cultures et dans cette période-là, on se rend compte que avant, on avait une nature qui était plutôt donatrice, on prélevait, même s'il y avait de l'agriculture, c'était quand même assez anodin par rapport à ce qu'on peut connaître par la suite. Et on passe... alors, j'ai surtout vu ça, moi, pour la France, parce que j'étudie mon territoire. Là, on va avoir le début d'une apiculture d'exploitation à cette époque-là, et je pense que ce n'est pas un hasard, parce qu'en fait, les Gaulois, nous, à l'époque, avaient quand même un rapport à la nature encore de prélèvement dans le sauvage, et donc de nature un peu donatrice, comme je disais tout à l'heure. On était encore dans cette culture-là. Quand les Romains arrivent, on passe complètement à une autre culture, parce que eux, leur vision des choses, c'est que ce qui n'est pas exploité par l'homme est mauvais, et ce qui est exploité par l'homme est bon. En gros, l'agriculture, on fait mieux que la nature, quoi. On commence à être dans ce rapport-là. Et ça va entraîner un rapport complètement différent et qui va se développer au fil des années après, plus tard, jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, ce que je vous ai mis, ça, c'est les premières traces d'exploitation d'abeilles en ruche que j'ai pu trouver. Ça date de moins 4500 ans. Ça, c'est des ruches en Égypte, en fait. C'est un bas-relief en Égypte. Et dans ce même bas-relief, que vous avez peut-être déjà vu, on a des images de la récolte de miel. Donc, il y a déjà une exploitation de l'abeille à des fins d'utilisation par l'homme. Et c'est vrai un peu partout. Ça va aussi être le cas chez nous. Et à cette époque-là, on va commencer à avoir une exploitation. Ça, c'est en Israël. C'est un rucher. Alors, c'est un peu plus tard, mais... c'est un rucher d'exploitation où on a carrément une trentaine de ruches qui ont été retrouvées. C'est Tel Réof, le lieu où ça a été pris. C'est un site archéologique. Et donc, on sait déjà qu'il y avait quand même une exploitation plus ou moins intensive, parce qu'une trentaine de ruches, c'est quand même pas mal pour l'époque, je pense. Donc, en fait, à cette époque-là, l'être humain commence à s'étendre, commence à s'installer plus intensément. Et forcément, si on s'étend, on laisse moins de place aux sauvages. C'est logique. Mécanique. Mais il y a encore une cohabitation entre l'abeille qui est exploitée par l'homme et l'abeille sauvage, à l'état sauvage, qui existe encore à cette époque-là. Alors le Moyen-Âge, c'est un gros morceau chez nous, parce qu'il y a vraiment, là, il y a un gros changement de l'état des populations d'abeilles à cette époque-là. Ce qu'on voit là, c'est un dessin qui... C'est plutôt au début du Moyen-Âge qu'on fait ça. En fait, il y a des essaims partout en forêt. Donc, en fait, quand on veut avoir un essaim au début du Moyen-Âge, c'est très simple. Vous prenez une ruche tressée, une ruche en paille. Souvent, c'était en paille. Moi, en Normandie, c'était plutôt en paille, mais il y a aussi des troncs, etc. Mais chez nous, en Normandie, on secouait un essaim d'abeilles qui se trouvait qui arrivait chez nous. On le mettait dans la cour de la ferme et on avait un essaim d'abeilles. On pouvait aller poser des ruches en forêt et les récupérer. Enfin, il n'y avait pas d'achat d'essaims, en fait. Il n'y avait pas de commerce d'essaims, puisque c'était une ressource qui était infinie. On n'aurait pas eu l'idée, à l'époque, d'aller sur le Bon Coin acheter un essaim de 100 €, parce que, bon, déjà, il n'y avait peut-être pas Internet, mais en tout, il n'y avait pas ce besoin, quoi. Il n'y avait pas besoin d'acheter d'abeilles, puisque c'était une ressource qui nous venait de la nature et qui était inépuisable. Qu'on considérait, en tout cas, à l'époque, comme inépuisable. Seulement, au Moyen-Âge, il y a un abattage massif des forêts qui se fait, parce qu'on a on a un début d'industrialisation, on a des villes, voilà, l'homme commence à prendre vraiment une grande place sur le territoire. Et si on était à 80% du territoire en forêt en Europe au néolithique, on se retrouve là avec... alors j'ai trouvé des chiffres très différents, on dit à peu près 20% de forêt qui restent à la fin du Moyen-Âge en Europe. Et pour la France, ce serait plutôt 12%. Donc on était sur une très grosse exploitation de la forêt au Moyen-Âge, une expansion de l'être humain qui a été énorme. Et là, on peut déjà... Je vais boire un coup. Je ne vais pas arriver à finir sinon. Vous me dites si je vais trop vite, parce que j'essaye de passer pour qu'on ait de la discussion après. Mais surtout, vous m'arrêtez si besoin. Donc en fait, l'homme s'étend, la forêt, elle, forcément fait le chemin inverse, puisque la place qu'on prend et le bois qu'on utilise, il n'est plus là. Et il n'y a pas du tout de politique à l'époque de gestion des forêts. On part du principe que la nature, ça doit nous servir à quelque chose. Ça peut pas servir à rien, quoi. Et à la fin du Moyen-Âge, on a un changement quand même qui est très important, parce qu'on a une gestion de la ressource abeille, en fait, qui n'existait pas au début du Moyen-Âge, puisqu'on ne va pas gérer une ressource qui est infinie.
Au XIIe siècle, on a ce qu'on appelle les bigres. Donc en fait, le pouvoir seigneurial commence à gérer les abeilles, même en forêt. C'est-à-dire qu'il y a des surveillances des essaims sauvages pour que les gens n'aillent pas les piquer dans les arbres, pour que la ressource soit gérée par le pouvoir. Donc c'est déjà un signe que la ressource était peut-être moins abondante parce que le pouvoir avait besoin de la gérer pour que les paysans ne s'accaparent pas ça, quoi. Peut-être aussi parce que la cire était très utile pour ça. Ah ouais. La cire était utile, ouais. Mais on avait déjà une exploitation de l'abeille à l'époque sous forme de ruches comme ça, ou de ruches-troncs. Et en fait, l'Église avait ses propres ruches pour être aussi plus ou moins autonome en cire. Hein. Donc ça peut effectivement jouer, mais c'est pas la seule raison. Je pense vraiment qu'il y a une baisse du cheptel, entre guillemets, sauvage, quoi. C'est un indice, en tout cas. Et il y a quelque chose dans la culture française qui est importante aussi. Alors, bon, il y a plusieurs faits historiques qui expliquent la présence de murs à abeilles, mais un des faits, c'est que quand on a un mur à abeilles, ça s'est étendu, ça plutôt 19e siècle à peu près, d'accord ? Au 19e siècle, il y a des murs à abeilles, des apiers qui commencent à fleurir partout sur le territoire. Et en fait, certains d'entre eux servaient à la vente d'essaims. C'est-à-dire que le principe, c'est de mettre des colonies dans les petites niches. Les essaims sortent et on va pouvoir aller les vendre à des gens qui veulent avoir une ruche chez eux. Ça veut dire qu'à la fin du Moyen-Âge et au XVIIIe siècle, la ressource abeille, on la monnaie. Et c'est plus quelque chose qu'on peut forcément avoir facilement dans la nature puisqu'on va payer pour l'obtenir. D'accord ? Les gens ne vont pas payer pour quelque chose qu'ils peuvent avoir gratuitement. Surtout qu'il n'y a pas de manipulation génétique, on est encore sur des reproductions, sauf cas particulier, on est encore sur des reproductions complètement naturelles. Donc en fait, l'essaim qu'on récolte dans la forêt ou l'essaim qui sort de chez le mec qui nous le vend, c'est le même en fait. Donc il n'y a pas vraiment de justification. J'ai pas trouvé de justification autre que le fait que la ressource n'était plus là, quoi. Si vous avez des informations, je prends. Donc ça veut dire qu'on est passé d'une ressource complètement infinie à une ressource qui était absente. Moi, j'ai tendance à mettre ça en lien avec le fait que la forêt a quasiment disparu. Et que le lieu de vie de l'abeille, c'est la forêt. Donc moi, ma réflexion, c'est ça. Après, je suis toujours en recherche d'informations autres, donc peut-être dans 5 ans, je vous dirai autre chose. Mais... Juste faire une remarque sur l'abattage massif de la forêt. C'est possible que la forêt surface ait diminué. Il y a une structuration énorme du paysage, avec des bosquets, avec des arbres d'alignement, qui sont quand même bien différents de ce qu'on voit aujourd'hui, quoi. Ouais. Et qui sont beaucoup plus riches en biodiversité. Donc il faut faire un peu gaffe de ne pas avoir l'image juste 12% de forêt et le reste des plaines ouvertes. Pas du tout, il y a une structuration énorme du paysage qui permet quand même d'avoir beaucoup d'arbres, beaucoup d'arbres creux, des têtards, etc. Oui, on a encore une abeille à l'état sauvage, hein, exactement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Quoi, hein. C'est pas... En fait, au Moyen-Âge aussi, il y a des cultures qui commencent à se faire. Et pour protéger les cultures des bêtes, on a besoin de mettre des haies. Et ce sont des haies bocagères, ce sont des haies... nous, on a un historien du bocage qui m'avait effectivement parlé de ce fait-là. Et on a encore des haies, quoi. Mais je pense que le potentiel mellifère d'une haie, même si c'est très bien qu'elle existe, n'est pas aussi important que des étendues de forêt énormes. Au niveau de la quantité, quoi. Mais avec, l'agriculture apporte aussi, mais effectivement. Je veux dire, dans les zones plutôt pauvres et sèches, la pratique de l'écobuage et la pratique des animaux, genre chèvres, moutons, a amené des ressources mellifères, telles que les romarins, les bruyères, des choses comme ça, et donc a permis une agriculture assez intense dans ces coins-là. Mais c'est pas tout blanc ou tout noir, effectivement. Je veux dire, on pourrait même se dire aujourd'hui que les grandes cultures, type colza et tournesol, ça apporte aussi des... Mais voilà, voilà, non mais c'est ça, c'est que... La fabrication des fourrages pour les animaux, avec, en le coupant à la faute, ça laissait le temps largement aux plantes d'être butinées avant d'être engrangées. Complètement. Moi, je suis en Normandie, on a beaucoup de prairies qui sont pour les vaches et pour les chevaux. Clairement, on a du trèfle, on a énormément de ressources mellifères dessus. Après, il y a aussi la problématique de l'habitat. Donc dans les haies, si on a des arbres creux, effectivement, ça peut être intéressant. Mais ce que je voulais souligner là, c'était que la densité d'habitat a vraiment fondu, quoi. Et effectivement, même les activités humaines peuvent reproduire des habitats pour les abeilles. Mais je pense que la comparaison est quand même...
Enfin, c'est difficile, je pense qu'en termes d'importance et de zone, de zonage, quoi, d'habitat pour l'abeille, ça s'est quand même beaucoup réduit, quoi. Alors on a aussi la multiplication de tous les arbres fruitiers, toutes ces choses-là. Ouais, c'est vrai. On a des ressources. Moi, je suis plutôt dans le genre, l'humain et l'abeille vont ensemble dans cette forme d'occupation du territoire de cette époque. Mais complètement. C'est un peu là où je voulais en venir, mais c'est beaucoup trop tôt, là. C'est pas grave. Donc du coup, pour le Moyen-Âge, c'est donc à relativiser, mais une baisse de l'habitat quand même de l'abeille. Après, on arrive au XXe siècle. Alors, le XXe siècle, il s'est aussi passé beaucoup de choses. C'est le début de la ruche à cadre, en fait, 1850 à peu près la ruche à cadre, et ça met quelques temps à se démocratiser. Mais là, on est sur des vidéos de l'INA qui datent des années 20. Et donc, on a vraiment on commence à avoir des ruchers plutôt tels qu'on les connaît aujourd'hui, très intensifs, avec une production à un seul endroit de beaucoup de miel. Et l'apiculture devient plus un métier, quoi. C'est-à-dire que la ruche à cadre a permis à l'apiculteur de vivre que de sa production de miel. Chose qui n'était pas forcément beaucoup le cas avant, où l'apiculture était une activité plutôt complémentaire dans les fermes ou dans les villages, quoi. Et j'ai mis cette photo-là parce que je la trouvais importante. En fait, dans cette vidéo qui date de 1920, que vous pouvez retrouver sur le site de l'INA, on voit qu'il y a des élevages de rennes déjà à l'époque. Donc il y a déjà une artificialisation de l'élevage et une prise en main de la génétique de l'abeille par l'être humain déjà en 1920. Moi, j'étais surpris de trouver ça si tôt. Oui, je voudrais dire qu'à cette époque, l'arrivée à la ruche à cadre, l'apiculture est devenue un métier, une affaire de spécialistes. Complètement. Et donc, il a fallu, pour que cette spécialisation rentre dans les mœurs, il a fallu des vecteurs. Il y a eu 2 vecteurs. Il y a eu un vecteur qui a été l'Église. Et il y a un autre vecteur qui a été les gens anti-Église. Donc, les instituteurs, c'était les gens dans les campagnes qui avaient la culture, qui ont lu des bouquins et qui ont vulgarisé cette apiculture, mais qui est devenue une apiculture de spécialistes, puisqu'il y avait la scie en coffret, il y avait la conduite d'une ruche avec la rosse, tout ça, quoi. L'arrêt et tout. Et donc, c'est là que l'apiculture est devenue une affaire paysanne, une affaire assez courante, puisqu'une maison sur 2 ou sur 3 en avait, une affaire de gens un peu plus initiés qui se sont formés à ça. C'est exactement le virage que je voulais souligner. Ouais, on n'est plus dans quelque chose de populaire. On n'est plus dans quelque chose qui existe partout. Et on rentre vraiment dans une apiculture, c'est ça, une apiculture de spécialistes, où on est dans des choses très complexes, parce que l'élevage de rennes, c'est quand même très complexe. Moi, j'en ai fait pendant quelques années. Et on rentre dans quelque chose vraiment, un outil de production, quoi. L'abeille devient vraiment, à cette époque-là, un outil de production, au même titre qu'une vache fait du lait ou qu'un taureau fait de la viande, quoi. C'est vraiment, on rentre dans cette image-là, quoi. Et j'ai mis cette image-là que j'ai trouvée sur le site de Monsieur Michaud, qui est un gros vendeur de miel. C'est une ligne de mise en pot. Ça, c'est plutôt les années 50. Forcément, comme la production de miel s'est développée, comme c'est devenu un vrai métier, on a des coopératives qui se sont développées et on pousse un peu les apiculteurs aussi à la production. Le miel coûte pas forcément on le vend pas forcément hyper cher à l'époque. Et du coup, il faut produire. Et on rentre dans cette logique avec, dès 1920, on a de la transhumance aussi, on a les premiers transhumants. Donc, dès que la mécanisation nous a permis de le faire, on y est allé. Dès que... on a complètement artificialisé à cette époque-là les choses, parce que, on avait les moyens techniques, parce qu'il y avait aussi... quand on devient apiculteur, en fait, de métier, c'est très différent quand vous avez une dizaine de ruches qui servent à vous donner du miel dans l'année. Vous devez produire, vous avez un rapport économique à l'abeille. Et ce rapport économique, il entraîne une exigence vis-à-vis de l'abeille que vous n'auriez pas si vous aviez juste 2 ruches dans votre jardin. Et donc le fait que ça devienne un métier, avec les pressions économiques que ça représente, a vraiment poussé à l'artificialisation de l'élevage d'abeilles et à la surproduction et à la surexploitation de l'abeille. C'est vraiment une période clé, le XXe siècle, pour ça. Parce qu'il y a aussi les moyens techniques, quoi. Hein, dis-moi. Comme on est plusieurs lever la main, on va dire... Pardon. Non, juste une remarque, assimiler la transhumance à l'artificialisation, ça me choque un peu, surtout ici en Provence, parce que là, historiquement, les abeilles ne pouvaient pas survivre en plein air sans bouger. Et donc, il y a alors, je ne suis pas historienne, mais je pense que c'est très ancien et ça ne date pas du XXe siècle. Et en tout cas, en Slovénie, j'en suis sûre, ils avaient déjà, eux aussi, une apiculture de transhumance. Enfin, ils bougeaient les ruches. C'est tout à fait vrai. Vous avez tout à fait raison. Mais
quand on peut mécaniser avec un poids lourd, on ne fait pas la même chose. Quand on a un âne et 3 ruches, c'est pas la même chose que quand on a un poids lourd, et, vous voyez. Mais effectivement, la transhumance, c'est vrai que moi, quand je dis transhumance, moi, les transhumances que j'ai faites, c'est dans un poids lourd avec une centaine de ruches à traverser la France. Donc forcément, pour moi, c'est ça que je vois, quoi. Et effectivement, c'est pas tout à fait exact. Les transhumances, c'est-à-dire le déplacement des ruches, ça a effectivement existé avant, d'une manière plus... C'est plutôt une estive, presque, comme l'hiver. Ouais, voilà, on est plus dans cette idée-là. Pour moi, il y a une différence réelle entre la transhumance... Enfin, je discutais avec quelqu'un un peu plus au sud, qui lui faisait des transhumances. Il faisait des transhumances de 45 minutes avec son petit camion. On n'est pas dans la même échelle. On n'est clairement pas dans la même échelle. Après, j'ajouterais quand même que l'abeille toute seule à l'état de nature, elle ne va pas beaucoup transhumer. Et comme mon point, c'est de se demander comment elle se débrouille toute seule à l'état sauvage et pourquoi elle a besoin de soins humains, s'il n'y a pas les ressources dans une zone et qu'on a besoin de les déplacer, ça pose question sur comment elle ferait si on n'était pas là, quoi. Voilà. Mais effectivement, à relativiser les La transhumances. question, c'est plutôt comment elle faisait quand on n'était pas là. C'est ça, comment elle faisait quand on n'était pas là. Oui, c'est exactement ça, c'est très bien formulé. Très clairement. La transhumance, c'est uniquement lié au mode d'agriculture. C'est-à-dire qu'avant, dans un territoire, tu avais les vaches, tu avais tout, donc tu avais toutes les floraisons sur place. Et quand tu industrialises l'agriculture, l'apiculteur, il a déplacé ses ruches de manière logique. Ben, il y a du colza, il y a de la lavande. Avant, il y avait tout dans le même territoire. Parce qu'on spécialise, quoi. On spécialise et c'est ouais. pas l'apiculture qui est spécialisée, c'est l'agriculture qui s'est spécialisée et qui a obligé l'apiculture à se spécialiser. Il faut quand même... C'est global, c'est global. C'est global. C'est effectivement. Voilà. Et la mécanisation, c'est pas sur la mécanisation des poids lourds, c'est la mécanisation du tracteur qui a fait ça. Parce que c'est le tracteur qui a créé cette agriculture-là. Mais voilà. Je relativise un peu. Je suis assez d'accord sur le fond. C'est quelque chose de très global. Et effectivement, c'est le changement de territoire, donc via l'agriculture évidemment, mais via d'autres choses aussi. Mais le changement des territoires pousse l'apiculteur, s'il veut produire, à aller effectivement chercher ailleurs. Mais moi, j'ai retrouvé des photos de transhumance mécanisée de 1920. C'est le tout début. Donc, de toute façon, il y a des mecs qui se sont dit dès le départ, on peut le faire, pourquoi on ne le ferait pas ? Enfin, il y a le côté un peu... Pardon. En Sologne, la transhumance se faisait depuis le début du XIXe siècle à cheval, Ouais. avec des attelages, plusieurs attelages, avec des campements pour la nuit, non pour le jour, pardon, et puisqu'on transhumait la nuit, et que, donc c'était... Est-ce que tu as une idée de les distances qu'ils parcouraient à cette époque-là ? Et ils traversaient la Loire, ils faisaient 45 km. D'accord, ouais, ce qui est beaucoup pour l'époque. Minimum. Ce qui est énorme pour l'époque, ouais. Ouais. Je voudrais revenir en arrière sur le côté spécialisation, évolution, artificialisation. Je voudrais dire qu'à cette époque, il y a 40 ou 50 ans, les villes ont explosé, les campagnes se sont vidées, et en fait la demande s'est déplacée. La demande s'est déplacée sur les villes. La demande de nourriture. Ouais, il a fallu organiser la nourriture, tout ça pour acheminer sur les villes. Et là, le commerce de détail du coin, ou d'aller acheter directement chez l'apiculteur son voisin, parce qu'il a des ruches, on fait du troc, voilà, on l'achète. Là, la grande distribution, les centrales d'achat se sont mis là. La demande, elle s'est faite par ces commerces, ce libéralisme, et des entreprises de conditionnement, où des apiculteurs, pour exister, pour vendre leur production, des apiculteurs spécialisés, professionnels, ont été obligés de passer par ces circuits-là, donc être fournisseurs d'un conditionneur ou créer des coopératives pour simplement avoir le droit de vendre ces miels. Mais oui, il y a clairement une contrainte qui ne vient pas forcément de l'envie de l'apiculteur d'évoluer dans ce système-là. Si les consommateurs sont des grandes villes qui sont au nord de la Loire et qu'on habite au sud, il faut qu'il y ait un système pour amener le miel là où il y a des consommateurs. Si c'est à l'étranger, je ne sais trop. Tout à fait. Donc c'est pas une situation voulue, c'est une situation plutôt subie ou d'une évolution. Clairement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais, bien sûr. L'apiculture, de toute façon, on ne va pas pouvoir dire l'apiculture c'est ça parce qu'on a fait comme ça et on est extrait du monde. Je veux dire, de toute façon, l'apiculture française et l'apiculture occidentale, elle a évolué aussi comme la société a évolué. Et il y a une adaptation, économiquement parlant, il y a une adaptation qui s'est faite par un peu de force, quoi. Je dirais de mon expérience à l'époque où j'ai commencé à être professionnel, c'était impossible chez moi de vendre le miel en pot. Ouais. Impossible parce que
une quantité d'apiculteurs pluriactifs un peu dans tous les villages, desservaient la clientèle locale. Ouais. Et donc, pour un professionnel, pour aller s'implanter sur ce marché de la proximité, ce n'était pas possible. Et donc, les professionnels de mon époque vendaient le miel en fût à qui voulait bien le racheter. À qui voulait bien et à des prix pas forcément attractifs. Ah oui, mais le marché est un marché, donc très clairement. On est plutôt sous la contrainte du marché que c'est plus... En fait, ça dépend de quelles conditions on se trouve. Non, mais c'est vrai que c'est important de le souligner. Mais si j'arrive à rallumer, on va voir après que c'est encore... cette obligation d'adaptation de l'apiculture, elle est encore plus forte après dans les années 80. Sauf si vous voulez ajouter des choses sur ce passage-là. On va peut-être laisser Mathieu finir son exposé, parce que là, j'ai peur que le débat prenne trop de place. Ouais, mais on peut revenir après. Je vais essayer de faire rapide. L'année prochaine, on vous invite, monsieur. Alors, je continue sur le XXe siècle parce que les forêts aussi ont évolué au XXe siècle. On était parti sur nos 12% de forêts à la sortie du Moyen-Âge. Au XVIIIe, l'État commence à se dire qu'on en a quand même beaucoup besoin des forêts, ne serait-ce que pour consommer du bois. Donc il va falloir qu'on replante. Et donc on replante. On replante beaucoup. On restaure les forêts. Donc aujourd'hui, on estime que la forêt elle fait à peu près 30% du territoire français. Ce qui peut paraître beaucoup et super et génial. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout les mêmes forêts que celles qu'on a détruites. Des forêts, alors le petit truc que je vous ai mis là, c'est un mémento de l'IGN. En fait, c'est un petit papier qui sort tous les ans, je crois, de l'IGN. Alors moi, j'ai repris ça dans le 2019, ça n'a pas beaucoup bougé. Et dans ce mémento, on trouve qu'il fait le bilan de la forêt française, on trouve ça. La moitié de la forêt française est monospécifique, donc en fait, il y a une essence sur plusieurs hectares. Un tiers est à 2 essences, donc on a 2 types d'arbres qui sont 2 essences d'arbres sur un grand territoire. Et 17% à 3 essences. Et le reste, c'est des forêts qui sont gérées un peu plus, avec un peu plus d'essence, quoi. Donc ça veut dire qu'une grande partie des forêts sont quand même destinées à l'utilisation humaine et gérées par l'homme. Et ça ne va pas créer... Vous ne verrez pas d'arbres creux dans ces forêts, vous ne verrez pas de ronciers, etc. parce que c'est géré par l'homme et qu'on a besoin que ce soit exploitable. Et pour illustrer ça, je vous ai mis une citation de Michel Cointras. C'est un gars de Fougères, donc près de chez nous, il était en Bretagne. Michel Cointras, il était ministre de l'Agriculture en 1972. Et il dit cette phrase que je trouve qui est très parlante sur la gestion des forêts à l'époque. La forêt est devenue un outil économique de la nation, ce qui implique qu'elle doit être gérée comme un champ de petits pois ou de tomates, à partir de cette certitude selon laquelle, si on investit en forêt, on peut gagner de l'argent. Donc là, on est sur une agriculture intensive de l'arbre, en fait. Et donc, ça ne correspond pas du tout à un habitat qui va être bon. Bon, pour certains mammifères, c'est déjà mieux que rien, mais pour l'abeille, en tout cas, elle ne va pas y trouver ni à manger, enfin, ni suffisamment varié à manger, ni un habitat où être, quoi. Donc, ça veut dire qu'on a... Voilà, quand on vous dit qu'il y a beaucoup de forêts en France, c'est à relativiser parce que l'état de cette forêt-là ne permet pas forcément l'épanouissement des pollinisateurs et de l'abeille. Voilà, c'est juste pour souligner ça. Dans ce contexte-là, on arrive dans les années 80, et là, il va se passer beaucoup de choses. Alors, s'il y a des apiculteurs de l'époque, vous allez pouvoir en parler, mais les années 80, c'était, nous en tout cas, en Grand Ouest, c'était quand même plutôt une période intéressante pour les apiculteurs, parce qu'il commençait à y avoir beaucoup de champs de tournesol qui étaient assez prolifiques en miel. Nous, on a beaucoup d'apiculteurs qui transhumaient de Normandie vers la Loire, ou vers la Vienne pour faire des grosses quantités de miel à l'époque. Donc même si le miel se vendait peu cher, on arrivait quand même à vivre de son apiculture en faisant des transhumances. C'était une époque, nous, il y a certains apiculteurs qui disent que c'était un espèce d'âge d'or avant que les problèmes arrivent, quoi. Bon, alors moi, j'y étais pas, je peux pas en parler plus que ça, je vous relate ce qu'on m'a dit. Et puis, on a 2 gros problèmes qui vont arriver, que vous connaissez sûrement déjà. C'est le varroa qui arrive en 82. Pour la petite histoire, le varroa, il est arrivé d'Apis cerana, donc une abeille qui est plus en Asie. Ce qui s'est passé, c'est que notre abeille mellifère à nous, elle est très productive en miel. Donc, forcément, elle intéresse d'autres contrées pour produire du miel en grande quantité. Donc, notre abeille mellifère, elle a été déplacée pour produire du miel en Asie. Seulement, en Asie, il y avait ce varroa. Et le varroa, il se développe dans le couvain de l'abeille. Et plus le cycle de ponte est long, plus c'est intéressant pour lui pour se reproduire. Il se reproduit x2, x3.
Et il faut savoir qu'Apis cerana a un cycle de ponte légèrement plus faible que notre abeille à nous. Ce qui fait que les quelques jours de plus lui permettent de se développer en grande quantité, donc il a une hôte parfaite pour se développer. Donc il s'installe sur notre abeille mellifère en Asie. Et comme il y a de marché international faisant que celui qui fait l'essaim au meilleur prix va le vendre, on a importé des essaims d'Asie chez nous, pour diverses raisons, sans doute économiques. Et on a implanté ce varroa en 1982 en France. Et il s'est développé à une vitesse énorme. Et depuis, on traite aux produits chimiques pour s'en débarrasser. Ça fait 40 ans et on ne s'en est toujours pas débarrassé. Et il devient de plus en plus problématique parce que les traitements qu'on utilise, petit à petit, il y a des résistances qui se créent. Et voilà. Et comme on n'a pas d'abeilles à l'état naturel, ou très peu, qui nous permet d'aller chercher dans un vivier des abeilles qui potentiellement pourraient apprendre à s'en défendre en sélection naturelle, on n'a pas accès à une abeille qui sait s'en défendre. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des abeilles qui existent, une grande majorité, c'est une abeille qui est gérée par l'homme et donc qui est systématiquement traitée. Donc on n'a plus ce côté sauvage qui peut nous sauver, entre guillemets. Chose qui s'est fait, alors, avec plus ou moins de succès à Cuba. Il y a un peu une légende sur Cuba, hein, mais bon, la réalité quand même, c'est qu'ils ont eu une chute de leurs abeilles parce qu'ils n'avaient pas accès aux produits chimiques. Donc quand c'est arrivé chez eux, c'est plus dans les années 90, eux, ils l'ont eu après. Parce qu'il y a pas, c'est toujours plus difficile de rentrer des choses à Cuba que chez nous. Mais quand le varroa est arrivé dans les années 90, ça s'est écroulé, quoi, comme chez nous. Et en fait, eux, ils n'ont pas pu avoir recours aux chimiques. S'ils avaient pu, peut-être qu'ils l'auraient fait, mais ils n'ont pas pu. Donc, écroulement des abeilles, quoi. Seulement, il y a des zones à Cuba où les abeilles se développent de manière sauvage. Donc en fait, ils ont retrouvé des essaims qui ont plus ou moins appris à s'en prémunir, ou en tout cas, ça a fait une sélection drastique des abeilles qui pouvaient potentiellement s'en prémunir, et ils sont repartis de cette génétique-là pour faire un travail génétique sur l'abeille. Alors, je dis à relativiser parce que c'est très très intensif en fait. Ce qu'ils font aujourd'hui à Cuba, c'est très très intensif malgré tout ce qu'on croit. L'État gère la production de rennes, et c'est tous les ans, on tue la reine, on met une nouvelle. Hein. Donc enfin, pas partout, mais dans la majorité des exploitations. Donc à relativiser, mais en tout cas, c'est un exemple qui peut nous donner un espoir sur une sélection naturelle par rapport à varroa. Mais nous, on n'a pas le potentiel génétique, puisque les zones sauvages où les abeilles pourraient s'épanouir n'existent plus. Ça, c'était pour varroa. Et puis, il y a évidemment les pesticides. J'ai dit les nouveaux pesticides parce qu'en fait, il y en avait déjà avant. Seulement, ceux-là sont un peu différents, ont une toxicité beaucoup plus importante et avec des doses minimes, quoi. Et puis, on a aussi une deuxième chose, c'est qu'il y a... Quand vous aviez un voisin avant qui épandait et vous retrouviez vos abeilles au pied de la ruche, vous aviez un tas d'abeilles, et ben on savait que c'était le voisin. On pouvait aller le voir pour dire, écoute, la prochaine fois, tu viens me prévenir. Enfin, on pouvait avoir un dialogue avec la personne direct. Là, avec ces pesticides-là, il y a beaucoup de néonicotinoïdes qui sont en enrobage et du coup qui sont diffusés dans la plante en permanence, sur toute la vie de la plante. C'est-à-dire que l'abeille ne va pas forcément ramener une grande quantité de pesticides, seulement elle en ramène pendant toute l'année. Et donc après, on a des mortalités qui sont décalées dans le temps, et c'est très difficile de dire ça vient de ça vient de telle cause, c'est très très compliqué. Donc on sait que ça a une influence, parce qu'il y a maintenant pléthore d'études sur le sujet, et c'est difficile de nier qu'il y a des soucis, et des soucis qui sont très variés, quoi. Donc c'est des mortalités chroniques, mais ça peut être aussi des développements de maladies, parce qu'on a des synergies avec des nosémoses, par exemple, avec la loque, etc. Donc en fait, et même varroa, maintenant, on le sait. Donc en fait, ça vient... et puis, la fécondité des mâles. On a une très grande baisse de la fécondité des mâles, et donc la durée de vie des reines étant liée à la fécondité des mâles, c'est compliqué. Donc voilà, donc les années 80-90, c'est un peu la chute, et c'est que des mauvaises nouvelles pour les apiculteurs. Donc il va falloir qu'ils réagissent par rapport à ça. Et la réaction de la filière apicole, elle est complètement logique, puisque c'était difficile de faire autrement. On est toujours dans ce cadre économique dont on parlait tout à l'heure, et on a dû artificialiser les pratiques encore plus que ce qu'on faisait. Parce qu'en fait, comme il y a une chute de la population d'abeilles, et que c'est notre outil de travail, il va falloir en produire, quoi. Et donc on a une filière essaim qui se développe énormément à l'époque, et qui encore présente beaucoup aujourd'hui. Et malgré cette filière essaim, si vous essayez je ne sais pas si vous essayez d'acheter des essaims de temps en temps, mais c'est quand même assez compliqué de trouver des producteurs qui ont des bons essaims et qui peuvent vous les fournir quand vous voulez.
on réserve des fois en août, là maintenant, on réserve pour le printemps, quoi. Donc c'est très compliqué d'avoir accès à des essaims et à des rennes. Donc il y a des apiculteurs qui font quasiment plus que ça et qui produisent des essaims et des rennes pour alimenter les cheptels des autres. En France, on estime qu'il y a 1,5 million de ruches sur le territoire et il y a à peu près un tiers qui meurt tous les ans. Donc ça veut dire qu'il faut produire des essaims et des rennes. Alors, j'ai mis essaims, mais c'est un peu... c'est pas tout à fait exact, ça peut être juste des rennes qu'on achète. Mais en gros, on a une reproduction de 30% du cheptel par an, puisque ce chiffre d'1,5 million de ruches ne bouge pas vraiment, mais que les mortalités, elles existent tous les ans. Donc on a une production complètement artificielle de l'abeille qui se fait à peu près 500 000 essaims par an, donc un tiers de... les 30% en gros, quoi. C'est ce que je trouve énorme. Pour alimenter ce que tu dis, dis-moi. Il y a eu aussi des subventions publiques pour l'aider à la reconstitution du cheptel perdu en solidarité par les apiculteurs. Et ça a été une catastrophe pour accélérer le phénomène voilà, ce phénomène. Tu as tout à fait raison, c'est vrai que je ne l'ai pas noté, mais aujourd'hui on a 40% d'aide de l'Europe. C'est nos aides pas qu'à nous, on va dire. On a 40% d'aide quand on est apiculteur pour renouveler le cheptel. Donc, bon, les essaims, du coup, ont augmenté aussi. Hein. Les vendeurs d'essaims ont augmenté le prix. Mais ça veut dire qu'il y a un soutien à ce renouvellement de cheptel qui est un petit peu problématique parce que, du coup, ça veut dire que on peut y aller, quoi. Tant pis. De toute façon, on ne paye que la moitié. Donc, on s'industrialise aussi parce que si vous devez produire 3 essaims sur chaque colonie... Il faut mécaniser, on est passé à une phase où en fait on industrialise beaucoup, quoi. Et puis comme de toute façon les producteurs français ne vont pas pouvoir répondre à la demande parce qu'il y a une demande qui est beaucoup trop énorme entre l'apiculture amateur qui se fournit encore aujourd'hui beaucoup chez des éleveurs qui sont censés s'adresser qu'aux professionnels, on importe beaucoup de génétique extérieure. Donc notre abeille locale, l'abeille noire qu'on a vue, qui était arrivée il y a 1 million d'années, on pourrait dire, mais bon, avec le temps d'adaptation, on peut dire qu'il y a 12 000 ans qu'elle est là, vraiment, tu pourras peut-être préciser. Mais bref, elle est là depuis très longtemps. Et on est en train de bousiller sa génétique parce que, là, je ne vous ai pas refait tout l'historique, mais il y a eu des importations depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, il y en a énormément qui nous vient et qui est de la génétique très sélectionnée et pas forcément sélectionnée sur les caractères rustiques qui nous permettent d'avoir une abeille adaptée au climat. Voilà. Et alors, j'ai ajouté les traitements systématiques insecticides parce que quand vous avez beaucoup de ruches à gérer, c'est quand même très compliqué les traitements en bio. Il y a beaucoup de passages sur les ruches, etc. Donc ça incite pas forcément les apiculteurs à aller là-dessus. Et le non-traitement, il est inimaginable parce qu'il y aurait beaucoup trop de pertes. Et une abeille en plus qui n'est pas forcément adaptée au varroa, qui n'est pas du tout recherchée pour ça, même s'il y a quelques recherches quand même qui existent, mais qui sont très anecdotiques. Voilà. Et des nourrissements artificiels aussi généralisés, on nourrit beaucoup en apiculture. Alors après, il y a toujours des apiculteurs plus vertueux que d'autres là-dessus, mais globalement, on est quand même contraint de nourrir beaucoup parce que justement, la nature n'est pas forcément aussi prolifique qu'elle a pu l'être. Et puis on en demande beaucoup à l'abeille. On en demande énormément. Quand on lui prélève 50 kg de miel d'un coup, c'était des réserves qu'elle est censée faire pour vivre, quoi. Donc voilà. Bon, tout ça mis bout à bout, ça donne pas un très joli tableau de l'apiculture, mais il faut se dire, comme on disait tout à l'heure, que c'est dans un contexte. L'apiculture, elle évolue comme ça parce que le monde autour, il tourne, quoi. Et si on veut agir, on peut agir sur l'apiculture et c'est très bien, mais si on veut agir, il va falloir penser plus globalement à comment est-ce que nous, on vit et quelle société on veut et est-ce qu'on donne une place à l'abeille là-dedans, quoi. J'ai bientôt fini, donc on va pouvoir discuter. Juste, je fais un petit bilan, mais je pense que tout le monde a compris. Les problèmes des abeilles, moi, j'ai résumé ça en manque de zones sauvages, manque de zones naturelles. Je pense que c'est vraiment une clé. Si elle s'épanouissait à l'état naturel, on aurait sans doute beaucoup moins de mal à la considérer elle aurait tout simplement une vie sauvage, quoi, qu'elle n'a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, les abeilles sont quasiment toutes en ruche. C'est pas tout à fait vrai. Je ne sais pas si vous avez vu Vincent Albou hier. Lui fait des recensements de colonies à l'état sauvage, donc ça existe encore, mais c'est quand même très faible par rapport aux 1,5 million de ruches qui sont déclarées tous les ans et qui sont dans des boîtes, quoi. Des ressources saines et variées qu'elle pouvait avoir et qu'elle n'a plus. Aujourd'hui, les grandes cultures humaines, qui nous sont très utiles, hein, et qui sont même utiles à l'apiculteur, parce qu'un champ de tournesol, ça peut produire beaucoup, un champ de colza également, mais ça reste une nourriture qui n'est
pas très cohérente pour l'abeille parce que c'est pas assez varié. Défense contre les parasites, moi j'ai mis en avant la sélection naturelle parce que la défense qu'on fait aujourd'hui c'est de la défense chimique essentiellement et c'est très compliqué parce que voilà, ça fait 40 ans qu'on le fait, ça fonctionne de moins en moins bien. Une génétique sous contrôle de l'être humain, ça devient vraiment la norme. Hein. C'est-à-dire que moi je fais mon mea culpa, hein. Je suis très abeille noire, je voulais mon abeille rustique locale, mais je me rendais compte aussi à un moment que je faisais tout artificiellement. C'est-à-dire que je prenais mon abeille, je sélectionnais les larves que moi je choisissais, pas que les abeilles choisissaient, je les mettais à faire artificiellement dans une éleveuse artificielle. Enfin, j'ai utilisé des techniques très intensives en fait, en me disant que c'était bien parce que c'était une abeille locale. Mais aujourd'hui, j'ai un peu changé d'angle et je fais que de l'élevage par division maintenant. C'est-à-dire que je laisse les abeilles faire toutes seules. C'est encore artificiel, mais je m'améliore. On verra dans 10 ans comment je ferai. Voilà. Et une exploitation intensive, parce que ça ne permet pas à l'abeille de développer des défenses, etc. Elle est dans un cadre complètement artificiel, où on lui met du sirop quand il y a des besoins, on prend le miel quand elle pourrait le stocker. Enfin, voilà, voilà. Mais ce qui nous permet de manger du miel. Hein. Tout ça, tout ce que je dis, il faut le remettre un peu dans notre contexte aussi. Voilà. Je ne condamne pas les choses, hein. J'essaie juste de faire un bilan. Voilà. Bon, cohabitation avec l'abeille, ce que je voulais dire par cohabitation, c'est aussi avec l'abeille plutôt sauvage, plutôt à l'état sauvage. Accepter une exploitation moindre. Je pense qu'on ne pourra pas arriver à s'entendre, entre guillemets, avec l'abeille à l'état sauvage si on n'accepte pas d'être moins intensif. Parce que la génétique de l'abeille, c'est pas une vache, une abeille. Hein. Vous ne faites pas venir le taureau pour la féconder. L'abeille, elle va se faire féconder, la reine abeille, elle se fait féconder, des fois très loin de la ruche, plusieurs kilomètres. Et les mâles, eux, font encore plus de kilomètres. 10, 20, et puis en plus, ils rentrent dans des ruches, ils repartent, enfin, ça peut aller très loin. Donc en fait, on a une génétique qu'on ne maîtrise pas ou très peu. Donc ça veut dire que si moi, j'importe des abeilles d'un autre pays qui ne sont pas adaptées, ou très sélectionnées, qui ne sont pas adaptées à mon climat local, eh ben, mon voisin qui a des abeilles locales, au bout de quelques années, il va se retrouver avec des abeilles, enfin même dès la première génération, l'année d'après, il se retrouve avec des abeilles qui sont plus adaptées à son climat. Et quand bien même il travaillerait beaucoup dessus, ce serait très difficile pour lui d'y revenir. Donc, il y a vraiment un travail de sauvegarde, je pense, et donc ça passe par une exploitation moindre. Je pense qu'on ne pourra pas faire autrement. Restaurer une population d'abeilles sauvages comme vivier génétique. Ça, j'y crois fort. Je pense que si on a des zones où les abeilles peuvent vivre à l'état sauvage, ça sera très intéressant, même pour l'homme, même pour produire du miel, parce que je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à solutionner des soucis type varroa, par exemple, puisque c'est celui qui occupe la tête des apiculteurs beaucoup. Restaurer un environnement adapté à l'abeille, ça va être en termes de qualité de la nourriture, parce que le nectar est parfois pollué par des pesticides et parfois trop présent d'un seul coup. Quand je dis ça, c'est que l'abeille a besoin, pour être en bonne santé, d'avoir une nourriture très variée. Et aujourd'hui, nous, la façon dont on fait de l'agriculture, c'est sur des hectares, on fait une essence, quoi. On va faire du colza, on va faire du tournesol, etc. Et donc, l'abeille, c'est pas très bon pour elle. C'est comme si nous, on mangeait des pâtes matin, midi et soir pendant un mois. À la fin du mois, on ne se sent pas forcément très bien. C'est pareil pour l'abeille. Restaurer un environnement adapté, voilà, ça découle de ça. Quel environnement on a et quelles conséquences ça a sur l'abeille. Et j'ai fini par dire, nous manquons de zones sauvages parce que je pense que c'est un des gros problèmes, ne serait-ce que pour l'habitat, en fait. Aujourd'hui, s'il y a des abeilles dans des cheminées, c'est aussi parce qu'elles ne trouvent pas à aller ailleurs, quoi. Voilà. J'ai à peu près fini. J'ai mis « et après ». Voilà. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais ce que je voulais souligner, c'est que c'est un problème qui est systémique, un système qui ne vient pas seulement d'un problème de varroa, un problème de pesticides, etc. C'est aussi un problème qu'on doit prendre en main en tant que société et en tant qu'être humain, que nous, qu'est-ce qu'on fait sur cette terre et comment on vit, quoi. Donc voilà, j'ai posé quelques questions, c'est sans doute pas exhaustif, mais c'était pour alimenter un peu une discussion qu'on pourrait avoir. Quelle surface on réserve aux sauvages? Qu'est-ce qu'on doit produire? Et pourquoi on le produit? Et quel choix on fait pour le territoire? Donc il y a des sous-titres. Manger, on mange quoi? On mange comment? Tout ce qu'on mange, c'est fait quelque part. Donc ça implique que notre territoire, il est construit de la façon dont on mange, quoi. Produire de l'énergie sur le territoire, est-ce qu'on construit? Est-ce qu'on extrait des matériaux? Parce que moi, j'ai un ami qui est géologue. L'État est en train de lui demander de retravailler sur le gaz de schiste et les minerais rares en France. Parce que les Chinois, ils vont nous coûter trop cher et qu'il y a des conflits avec les pays qui nous donnent tous ces objets qu'on a tous les jours, ça, tous les smartphones que vous avez dans votre poche,
Tout ça, il faut les produire, il faut des terres rares. Et donc, l'État commence à penser à faire ça en France. Donc on se retrouve avec ce choix-là aussi. C'est facile de le sous-traiter ailleurs, il n'existe pas à nos yeux, mais peut-être que ça va venir au pied de chez nous, quoi. Quelle place pour la nature dans notre imaginaire collectif? Parce qu'en fait, j'ai parlé rapidement du rapport de l'homme et de la nature qu'il avait au néolithique et puis qui a évolué à l'Antiquité. Et nous, on est encore dans ce rapport-là. Aujourd'hui, la nature, on l'exploite. Il y a à peu près 99% du territoire en France qui est géré par l'homme. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, l'homme intervient plusieurs fois dans l'année sur ce territoire. C'est un chiffre qui vient du livre de Baptiste Morisot. Il donne la référence dedans. Je vais vous donner la référence après. Et donc, dans notre imaginaire collectif, on est encore là-dedans. C'est-à-dire que ce qu'on n'exploite pas n'est pas utile et même dangereux. C'est ça qu'on a dans la tête. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi j'ai un jardin où c'est un bordel monstre. Je laisse beaucoup de zones complètement en friche et sauvages. Il y a des gens qui ne comprennent pas quand ils arrivent, quoi. Parce que pour eux, c'est sale, voilà. Et nous, êtres humains, on est en Occident en tout cas, on est dans cette idéologie-là. J'ai un copain qui est très investi dans la sauvegarde de l'abeille, très investi dans la sensibilisation à l'environnement, etc., avec qui je travaille depuis très longtemps et qui a été une des personnes qui, moi, m'a sensibilisé à ça. Il part souvent longtemps de chez lui. Et malgré tout ce qu'il sait, il me dit, quand je rentre, j'ai besoin de tondre la pelouse. Sinon, je ne me sens pas de retour, quoi. Il ne se sent pas bien. Et pourtant, c'est quelqu'un il a conscience de tout ça, quoi. Il le sait. Et il m'en a beaucoup appris, quoi. Donc c'est pour dire qu'on est tous... Je pense qu'on a tous ce truc-là où on est... c'est dans notre culture, quoi. Hein. C'est très compliqué. Et cette culture-là, c'est pas... Nous, on a celle-là, mais c'est... Si vous lisez un peu d'ethnologie, c'est pas vrai partout, quoi. Hein. Le rapport d'une nature dans laquelle on prélève et dans laquelle on vit et dans laquelle on est partie prenante et on n'est pas extérieur, supérieur et on exploite, ça existe encore dans plusieurs endroits sur le globe, quoi. Voilà. Je vous laisse avec mes questions. Du coup, je ne sais pas si ça peut alimenter un peu de débat. Merci beaucoup. Super. Plein de points d'accroche effectivement pour des questions. On va faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer. Donc, il y a une première question à poser. Oui. Est-ce que ce serait imaginable de tenter un pan en arbre mellifère toutes les surfaces, le maximum de surface pour exploiter dans le coin, pour route, les propriétés privées foncières en jachère ou non utilisées? Est-ce que ça apporterait un mieux déjà suffisant ou est-ce que ça a été tenté avec quel résultat? Ouais, il y a des gens qui font ça. Il y a plein de projets sur réensauvager, entre guillemets, parce qu'on apporte quand même des essences très artificielles, mais ça se fait, ça existe. Et le mot que tu as utilisé, est-ce que c'est suffisant? Clairement non. Je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point on est arrivé, en fait. C'est terrible là où on en est, en fait. Il faut changer de modèle, quoi. On peut planter des trucs partout. On peut planter... je ne sais plus combien c'est. J'avais vu le chiffre de combien ça représente les jardins, nos jardins à tous, quoi, ceux qu'en ont. Et en fait, si on compare à tout le territoire, c'est pas énorme. Donc ça veut dire que même si nous tous là, on plante des arbres dans tous nos jardins, dans tous les coins, ce ne sera pas suffisant. Il faut le faire. Alors il faut le faire. Moi, je le fais. J'adore planter des arbres. Je suis très fier et très content de planter mes arbres. Et je dis à tout le monde, j'ai plein d'arbres, c'est super. Mais très clairement, c'est pas suffisant. C'est un peu le moins qu'on puisse faire, en fait. C'est vraiment la base, quoi. Pardon. Suffisant pourquoi? Voilà, exactement. Ça, c'est la grande question. C'est ça. Moi, je pense que ce qui prend de la place, en fait, on a besoin de place. Et ce qui prend de la place aujourd'hui, c'est la manière dont on mange, c'est la manière dont on fait de l'énergie, dont on construit, etc. Mais dans le sauvage, il n'y a pas besoin. Actuellement, tu vas pas nourrir tout le monde avec le sauvage actuellement parce que les zones sont trop restreintes. Il y a aussi un apprentissage de la nature
notamment au niveau agricole, mais c'est pas pointé du doigt. Parce que ça se fait pas de laisser des zones sauvages, on laisse tranquille, ça fait sale. C'est le terme souvent agricole, il est sale. Donc, puis c'est des zones perdues aussi. Les tas de merdouilles qu'on laisse traîner, il faut pas le faire. Alors qu'au contraire, c'est là-dedans que toute la biodiversité déboule, qu'on peut laisser la place aux abeilles et autres. Ça, c'est un apprentissage, en fait, un réapprentissage. Ouais. On parlait des hôtels à insectes hier, et en fait, l'hôtel à insectes, c'est un talus où on laisse des bronchages. Et il n'y a pas besoin de se bricoler des maisons et tout. Il faut juste, moi, ça m'arrive de couper de la tanaisie, des choses comme ça, enfin, c'est des petits tubes. Et je les laisse dans le jardin, parce qu'en fait, ça, c'est des... Et pas là où on passe tout le temps, dans un coin en friche, parce qu'il y a aussi besoin de tranquillité. Quand je suis arrivé chez moi, c'était très... Enfin, il n'y avait pas grand-chose, parce que c'était une exploitation où vous faisiez de la fleur coupée, donc ils avaient besoin d'avoir une essence par planche, quoi. Et quand je suis arrivé, il n'y avait pas grand-chose. Et en fait, ça fait 4 ans qu'on est sur le terrain maintenant, on a laissé plein de zones de friche, et tous les ans, on a des nouveaux insectes qu'on n'avait jamais vus. Juste, on n'a rien fait, en fait. On a laissé faire. Et on a un peu de surface, on a presque 1 hectare, mais... donc elle revient, en fait. Ça revient vite, en fait. Ça revient vite, les insectes sauvages, etc. Juste, ils n'ont pas de place où être, quoi. Et si on leur donne de la place, ils vont la prendre. Hein. La nature n'aime pas le vide. Hein. Donc, il faut recréer, il faut créer ces espaces-là, en fait, je pense. Et après, il y a le souci des politiques agricoles qui... Enfin, on parle de nos petits jardins, mais après, c'est aussi au niveau agricole. Et si tu peux pas, en fait, laisser des zones sans rien, il faut qu'il y ait quelque chose, sinon tu n'as pas ta prix. On est dans un... C'est très compliqué de la gérer à ce niveau-là. C'est très compliqué de la gérer à ce niveau-là parce que tu te retrouves avec des lobbies en face qui, eux, ont une économie à tenir. Et aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir quand même un territoire qui est très prolifique. Et on pourrait être complètement autonome en nourriture en laissant des zones sauvages. Mais le côté économique prend le dessus et on veut produire pour le monde entier. Alors au passage, on bousille les économies du tiers-monde, mais c'est pas grave, on produit, on est les plus forts, on fait des sous et ça roule, quoi. Et en plus, on dit qu'on les aide, parce que on leur donne à manger, les pauvres, qui sont pas capables de se débrouiller, tu vois, ils sont sans doute trop cons pour cultiver, quoi, tu vois. Enfin, il y a cette idée un peu qu'on doit nourrir le monde, et est-ce qu'on fait du mal ou du bien avec ça? Je pense que c'est à mettre en réflexion aussi, quoi. Mais je pense qu'on est encore... Ça, c'est le discours 2000, hein. Mais 2020, c'est avec... Enfin, je veux dire, on s'aperçoit qu'en fait, on ne produit pas tant que ça. Enfin, on n'est pas tant autonome que ça en France, et je pense que c'est ça aussi le choix pour le territoire. C'est se demander, bon, bah, si on essaie de penser notre territoire, c'est ce qu'on peut nous s'imaginer dans la tête. Donc la France, c'est déjà dur à s'imaginer des choix pour la France, c'est déjà énorme. Mais c'est vraiment ça, c'est la répartition du territoire, comment on fait pour essayer de pouvoir manger, produire de l'énergie et construire. Et finalement, la réponse, elle est assez simple, c'est qu'on ne peut pas continuer à ce rythme-là sur un territoire français. En fait, si on mène un jeu à se dire, bon, on a ça, comment on fait tout ça, clairement, on dirait, bon, bah, on va consommer un peu moins parce qu'on ne pourra pas mettre tout ça. Il n'y a pas de place, Donc, je pense que... Enfin, voilà, c'est pour dire, c'est un peu le discours des années 2000 où on pensait qu'on nourrissait les autres et qu'on produisait beaucoup, mais aujourd'hui, on fait pas tout ça chez nous. Il y a une guerre à 2000 km et on n'a plus de blé, quoi. Voilà, alors que les champs français sont couverts de blé, mais en fait, ce blé, c'est pour les animaux. C'est pas le même blé qu'on met dans le pain. Donc on n'a pas conscience de ça, mais en fait, une économie mondialisée, c'est une économie qui nous retire les moyens de manger, quoi. Donc, maintenant, il est en partie aussi pour les méthaniseurs. Et aussi pour les méthaniseurs, mais d'où la problématique énergie. On veut produire du gaz. Et les agrocarburants. Et ça, oui, ça prend énormément d'ampleur, l'énergie. Parce qu'on commence à prendre conscience aussi, comme tu disais, c'est un peu en 2000 on disait ça, mais maintenant en 2020, on sait que l'énergie, soit on la produit, donc est-ce qu'on met des centrales nucléaires partout? Parce que c'est énorme l'énergie aussi, c'est une problématique énorme. Et on va passer par l'agricole pour produire de l'énergie. Et c'est déjà le cas, il y a des zones où les méthaniseurs... Moi j'ai un voisin qui est en agriculture très intensive, il fait du maïs, dès qu'il a un champ qui est en friche pendant quelques mois, il fait du maïs dessus. Et il va le couper, même s'il est haut comme ça, il s'en fout. Il coupe pour l'envoyer au méthaniseur. Donc ça veut dire qu'on a trouvé encore une raison de surexploiter encore plus les sols dans des moments où ils pourraient être en friche. Ça ne s'arrêtera jamais si nous, on ne change pas de logiciel, en fait. C'est ça, on ira au bout de... Je ne sais pas où on va, d'ailleurs, mais ça ne va pas bien se passer, je pense. Mais il faut vraiment qu'on ait un changement d'appréhension de ce qui est important, de ce qui ne l'est pas, et comment on consomme, quoi. Il faut simplement revenir à une agriculture paysanne, réinventer la polyculture élevage, parce que c'est le système qui est favorable à la vie, à l'abeille en particulier.
Mais tu parlais tout à l'heure de la forêt qui pourrait être un milieu salvateur. Moi, j'habite en Sologne sur une forêt de 500 000 hectares qui est de plus en plus sauvage. C'est-à-dire qu'on est passé en 1820, il y avait 18% de surface boisée. On est aujourd'hui passé à 80% et plus. C'est-à-dire qu'on est une nouvelle Amazonie à l'envers. Donc, eh bien, ça ne suffit pas à nourrir les abeilles, bien que la forêt soit maintenant diversifiée. Elle était très enracinée, les résineux ont chuté pour une raison bizarre, c'est que le paysage ne plaît pas aux chasseurs. Il n'y a pas de mauvaise raison de bien faire. Et non. Et ils veulent de la brousse, actuellement ils veulent de la brousse au sanglier, c'est-à-dire qu'ils nous fabriquent des ronces, des épines. Mais ils aiment le sauvage, les chasseurs, hein. C'est leur loisir. Donc allons-y. Le sauvage simplement pour tuer les sangliers. C'est leur raison. Ce sera une autre étape. Ouais. Malgré ça, on a des périodes de disette graves. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus les ressources en pollen pour faire nos abeilles d'hiver. C'est pas jusqu'à fin juin, tout va bien. La production de miel, c'est possible. Et à partir de là, 2 mois de sécheresse sur des sols sableux, c'est terminé. Vous avez un désert. Mais tu vois, la production d'énergie, ça joue aussi sur l'agriculture, la production d'énergie, ça joue aussi sur quel climat on aura demain. Et les prévisions, 2040, la Sologne sera une savane arborée, bien épineuse, où on pourra importer le panochère. Et on pourra le chasser, c'est super, ils vont être contents. Oui, je me rappelle d'un commentaire avec cette présentation qu'actuellement on a une mauvaise nouvelle et une très bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que la civilisation telle comme on la connaît est à la fin. Et la bonne, c'est que la civilisation telle qu'on la connaît est à la fin. C'est une belle image, je vais la garder. Je vais intervenir sur un... Je ne suis pas spécialiste des abeilles, mais tout ce que tu as raconté, merci. Ça me rappelle un peu ce qui est arrivé avec la vigne, mais ça arrive à la vigne 100 ans avant. Donc une première leçon, il faut sortir de cette spécialisation agricole. On peut vraiment, je veux dire, la vigne s'est pris le phylloxéra déjà en 1870. C'est le varroa pour faire ça. Ouais, ok. Si j'écoute, j'ai le même discours, la même trame, et après, hyper spécialisation, les viticulteurs faisaient leur pied de vigne eux-mêmes. À cause du phylloxéra, tout d'un coup, s'est installé une nouvelle profession, pépiniériste, et on importait un machin américain, le même cirque que tu as décrit là. Donc, et le schéma, on peut le mettre sur chaque type d'élevage et de production agricole. Ouais. Donc, on peut apprendre les uns des autres. Ça, c'est déjà une chose intéressante, de pas sortir de sa spécialisation. À la limite, pour le dire méchamment, si les apiculteurs s'étaient intéressés aux viticulteurs, ils auraient pu apprendre les bêtises qu'ont fait les viticulteurs 100 ans avant. C'est juste on boit du vin, c'est pas mal déjà. Non, c'est pas une critique, c'est juste pour dire, voilà, regardons ce qui se passe globalement avec le vivant, pour le mettre, comme tu as dit, dans le contexte global, quoi. Et le schéma, on peut donner le même pour les cochons et tout ce qu'on veut. Et l'autre chose, c'est aussi, je trouve intéressant, voir comment certains viticulteurs, justement, arrivent à rebondir, à retomber sur leurs pattes. Et je pense que pour l'apiculture, on peut s'en inspirer, où il y a des partages d'idées. C'est cette idée de dire que le vin, finalement, on a besoin plutôt moins et de meilleur. Et on a une folie de toujours plus de vin, et ça a renforcé la catastrophe. Je veux dire, le Roussillon qui fait du rouge, qui tâche à la fin, personne n'en veut, on arrache les pieds de vigne. Mais dans la région, ceux qui font du vin, transforment eux-mêmes et qui font du vin de qualité, du vin de terroir, finalement, s'en sortent correctement, alors que les grosses copes ont toutes basculé, qu'on a arraché tous les pieds de vigne. Alors là, je veux dire comment redonner sa valeur au miel, qui n'est pas un aliment de base, mais qui est vraiment je ne sais pas comment il faut dire, mais c'est un épice de la vie, c'est un remède, c'est ce que vous voulez, mais vous le savez mieux que moi, mais quelque chose dont on n'a pas besoin en quantité, mais en super qualité. Et je pense que là, je prends cet exemple parce que je vois que les vitistes sont dépatouillés tout un moment, mais maintenant ils arrivent à dire vraiment, ouais, on a des vins de terroir, on a des vins qualitatifs. Dans mon vin, vous retrouvez mon lieu, la personnalité des gens, et je pense qu'il y a un chemin pour les apiculteurs. Enfin, je le vois se dessiner ici, mais je me dis, si on arrive à tous à se dire, mais si on veut donner un autre modèle, manger quoi et comment, je prends ce thème-là, un thème,
Et oui, on a vraiment des miels de terroir, on a des miels qualitatifs, et chaque miel est différent. On n'a aucune concurrence entre apiculteurs, parce que chacun, il a un reflet de son paysage, tu vois. Là, je pense qu'il y a une piste vraiment intéressante. C'est juste ça que je voulais partager. Juste un bémol quand même, parce qu'ici, dans la région, on arrache, on débroussaille, on arrache les arbres pour l'expansion de la ville. Parce que justement, comme on arrive à faire des vannes Mais de je leur qualité... n'ai pas prôné la viticulture. En plus, un petit bémol, parce que moi je trouve que c'est catastrophique ici. Bon. Ah oui, il y a des problématiques qui sont liées. Ouais, merci pour ton exposé, vraiment très éloquent. Merci. J'aurais pu mentionner que désormais, il y a la pratique de l'insémination artificielle des rennes aussi, qui est vraiment, pour moi, emblématique de notre barbarie qu'on pratique sur tous les animaux. Là, il y a un vrai problème. Et puis, une chose qu'on peut faire, nous tous, là, c'est pour faire diminuer un peu la pression sur les sols, c'est par exemple manger moins ou plus du tout de viande. Ça, c'est quelque chose, on peut s'y mettre tous, c'est très bon. Moi, je suis végétarien depuis des décennies, je vais très bien, merci. Et je vous incite à découvrir la cuisine végétarienne. Ça ne vous empêche pas d'en manger de temps en temps, mais ça, c'est quand même une pression très importante. Et puis pour le reste, la sobriété, comme je disais. Pour abonder dans ce que tu dis, il y a à peu près, pour produire une calorie de viande, il faut à peu près entre 6 et 26 calories végétales. Ouais. Donc ça veut dire que on prend tout ce terrain-là pour faire du blé pour les animaux, etc. Et on peut aussi faire manger de l'herbe en vache, mais elles seront moins nombreuses, donc on en mange moins. Mais ouais, tout à fait. C'est l'hyperspécialisation qui a fait que la production pour arriver à produire un type de viande, etc. Alors que mettons dans des zones très arides, rustiques, comme ici en Haute-Provence ou ailleurs. Oui, je pense que par exemple l'élevage de chèvres ou l'élevage de mouton bien géré et bien pâturé, ça peut être très bénéfique pour tout à fait, mais la flore humaine, etc. Dans toutes les questions d'échelle, de lieu et de... C'est exactement une question d'échelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'industrie de la viande, elle est problématique parce qu'elle est faite à très grande échelle. Et après, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pas manger zéro viande, c'est pas forcément le but, mais au moins, enfin voilà, après c'est chacun qui sait, mais en tout cas, on sait que ça a une influence. On ne peut pas séparer dans l'agriculture l'animal et la production animale et la production végétale, c'est complémentaire. Oui, en plus, il y a l'histoire de compost et compagnie. Le ruminant a besoin de tout ça. C'est la manière dont est faite la viande dont on mange. C'est celle-là qu'il faut changer, pas la viande de manière générale. C'est une certaine viande qui fait des champs de céréales, etc. Mais il y a d'autres viandes qu'il faut mettre à l'honneur. Ouais. C'est à penser en tout cas. Ouais. Moi, je veux juste dire qu'en fait, que le problème, c'est la consommation humaine, en fait, que ce soit végétal, de légumes, de production de miel. En fait, c'est qu'aujourd'hui, on veut tout de suite et toujours en quantité. Alors que si on aurait une agriculture un peu plus raisonnée, il n'y a plus de miel, On va pas aller en faire importer de je sais pas où pour nourrir les gens, quoi. Pour abonder dans ce que tu dis, pour abonder avec des chiffres, en fait, aujourd'hui, quasiment la moitié du miel qu'on mange en France, il vient d'ailleurs. Et les producteurs français, des fois, n'arrivent pas à écouler leur miel. Et la faillite de l'agriculture française, on n'a jamais eu autant de riches qui occupent le territoire et jamais fait aussi peu de miel par rapport à ce qui se faisait il y a 25 ou 30 ans. Tout à fait. Donc l'agriculture professionnelle est un échec. Est-ce que la technologie a réellement apporté quelque chose? Aussi, ouais. En fait, c'est la spécialisation, je suis d'accord avec monsieur. La spécialisation en agriculture a été une catastrophe. C'est-à-dire qu'on a créé le métier d'éleveur, fournisseur d'essais, ça fait un ballon d'oxygène, et les abeilles que les agriculteurs ont utilisées, avec subventionné, ça a été des abeilles d'éleveurs, avec un point de vue d'éleveur. Donc l'éleveur, il veut une abeille assez vite travailler, une graine qui tient bien au cadre. C'est beaucoup plus facile pour récupérer les reines. Il veut une abeille qui se développe autour au printemps, qui va faire des essais, qui répond au sirop. Donc on a transformé l'abeille qui lui faut du sirop maintenant, parce qu'en fait on a sélectionné nos méthodes. Et comme on a acheté notre génétique à des spécialistes et qui ont leur vision de ce qu'est la bonne abeille, toute la France s'est mise à avoir la même abeille partout. Et c'est là la cata de nos problèmes viennent de là. Une spécialisation à outrance du métier. Ouais.
Ça fait 3 jours que je suis là. Moi, je travaille dans l'énergie. J'entends le monsieur qui dit c'est la spécialisation qui est le problème. Ça fait 3 jours que j'entends, c'est la spécialisation. Alors, vous avez dit la spécialisation de l'apiculture. La spécialisation de l'agriculture. Moi, je travaille dans l'énergie. C'est la spécialisation de l'énergie qui est un problème. 75% de nucléaire. Je suis pas anti-nucléaire, mais 75% de nucléaire, c'est une spécialisation. C'est un problème. Alors là, on commence à doucement avoir les problèmes avec le manque d'eau dans les fleuves. On va avoir soit des problèmes d'énergie, soit des problèmes beaucoup plus graves. Je travaille dans les renouvelables, mais faire 100 hectares de solaire, c'est une forme de spécialisation qui sera un problème. Tout à fait. Et ben, la diversité, alors je sais plus qui parlait de micro-fermes, l'élevage, la diversité dans le monde sauvage, dans l'agriculture, dans l'apiculture, dans l'énergie, dans tout, c'est un début de solution. Mais on est la monopensée, vacciner tout le monde, enfin je ne veux pas ouvrir des débats, c'est pas le... C'est trop tard. Non mais oui. Pareil pour tout le monde, c'est un problème. Ouais, bien sûr. Ouais. Tu as tout à fait raison, et pour juste préciser, si on arrête cette spécialisation, il va falloir accepter de lâcher des choses, parce qu'elle nous a permis un luxe qu'on a, elle nous a permis de manger de la viande tous les jours, de prendre des transports, de faire 1000 km pour venir à Fontvieille, pour ce qui me concerne. On a tous un travail à faire, mais notre niveau de vie, il va falloir qu'il baisse à un moment, quoi. Mais on a emprunté aux générations futures. Voilà. Je suis venu en vélo. Ouais. T'as été plus vertueux que moi, mais je sais pas d'où tu viens aussi. T'es moins loin. Mais à global, on n'a pas même appris des grosses problématiques contraires, comme par exemple cette année, la sécheresse qu'on connaît, etc. Je suis sûr qu'après les grosses pluies d'automne ou d'hiver, on aura publié une politique. Ça va trop vite, ouais. Mais on n'apprend pas suffisamment enfin, j'ai l'impression de ce qu'on subit, ce qu'on vit, oui, etc. On n'arrive pas, collectivement, on ne s'adapte pas à l'échelle des grandes décisions politiques, etc. Et du coup, pour l'avenir, dans une vision long terme, mais du coup, à l'échelle locale, à une plus petite échelle, notamment en agriculture, il faudrait probablement rapidement trouver des solutions de travail, de méthodes, de techniques pour arriver à produire une agriculture, en tout cas une collaboration, on va dire, avec l'abeille, qui fasse en sorte qu'elle soit plus résiliente, par exemple, et s'adapter aussi aux changements qui ne sont pas, qu'on subit, notamment en agriculture, en travail d'agriculture. Aujourd'hui, on a eu le varroa qui est arrivé en 1982. Aujourd'hui, la nouvelle grande menace pour l'agriculture, c'est le petit coléoptère des ruches. Qui va arriver aussi. Partout en France, il y a des ruchers témoins par rapport à l'arrivée potentielle du petit coléoptère des ruches, que ce soit par du matériel disons agricole ou par du matériel de fruits ou de plantes qui nous arrivaient d'Italie, des pays contaminés. Ça, ce ne sont pas des choses sur lesquelles on a, en tant qu'agriculteur ou simple citoyen, ce n'est pas des choses sur lesquelles on a facilement un bout de bois. Mais voilà comment on peut s'adapter. On limite les importations. À la Réunion, il y a déjà eu un gros problème sur les agriculteurs qui ont une ruche polluée et ont dû détruire des rochers de 40 minutes. Comment voilà, on s'adapte. Il va vraiment réfléchir, je pense, soit individuellement, soit collectivement aussi. Réfléchir vraiment à comment s'adapter, prendre les devants, et la casse, et être plus résilient. C'est ce que Bernard essaye de faire avec Abeilles en Liberté, je pense. Ça rassemble quand même pas mal de visions qui ont cet objectif de trouver une alternative à ce qu'on fait aujourd'hui par rapport à l'abeille et peut-être plus largement par rapport à nos modes de vie. Je ne sais pas si on a beaucoup de temps. J'avais une dernière question, puis un mot de conclusion. Et puis après, ouais, super. Je vous mettrai ça après. Alors. Je voulais justement rebondir sur la question de résilience. C'est peut-être une question que j'aurais rajoutée là-dessus, parce que finalement, on a aussi un problème de temps et de gestion du temps, parce que le temps s'est accéléré pour tout, que ce soit pour les énergies, et c'est arrivé par les énergies, donc on a complètement reçu. Ça a été drivé beaucoup par l'évolution de l'énergie.
Et c'est à nous de repenser aussi ce rapport au temps. Pour rebondir aussi sur un exemple concret en apiculture et autour de l'abeille, c'est l'adaptation Serrana-Varroa. Pourquoi Serrana survit avec Varroa? Il y a effectivement une question de temps de couvain, mais ça a été aussi un compromis d'évolution qui s'est trouvé au cours du temps. Et en fait, ce temps, on n'est pas prêt à l'accepter parce qu'on a besoin de... Parce que derrière, il y a des gens qui vivent, parce qu'on a besoin de changer, parce qu'on continue à produire de l'ail. Donc voilà, il y a toute cette réflexion autour du temps. Mais du coup, quel est le système le plus résilient? Et je crois qu'il faut vraiment ouvrir la question parce que aller que vers des espaces sauvages, ça ne nous permettra pas non plus, la dame me reposait la question, de nous nourrir tous. Donc, on est très nombreux. Voilà, Bien sûr. Quels sont les systèmes les plus résilients et quel est l'équilibre entre tous ces systèmes? C'est une réflexion, est-ce que la première cause de tout ça, c'est pas la surpopulation? Non, pas forcément, non, c'est pas là où je veux en venir. Nourrir tout le monde. Non, c'est pas là où je veux en venir. C'est une donnée du problème et on doit la gérer. Juste comme je dois finir, je vous mets ma dernière diapo. C'est juste des bouquins que moi, qui m'ont aidé un peu à avoir une réflexion là-dessus. Alors ça, je vous l'ai mis, vous le connaissez peut-être déjà, hein, Jürgen Teutz, il a écrit avec un photographe. Ils ont pris des photos d'abeilles mellifères, mais à l'état sauvage. Donc ils sont allés dans les arbres, dans les troncs creux, etc. Et c'est assez magnifique et c'est un bon moyen de retrouver un peu cet amour du sauvage et de l'abeille à l'état sauvage. C'est un très beau bouquin. Le grand traité du jardin punk, c'est un monsieur qui s'appelle Éric Lenoir, qui est paysagiste, et il a théorisé le jardin auquel on touche à rien. Et donc il donne ces petites techniques, ces petites choses pour avoir un jardin agréable et pour l'homme et pour le reste du monde. C'est-à-dire les mammifères, tout le monde, les insectes. Ça, je viens de le lire, mais j'étais content de le trouver, donc je vous le donne. Faut-il manger les animaux de Jonathan Safran Foer? C'est un peu un best-seller de végétarien. Parce qu'il fait quand même il y a un panel très large de tout ce que fait la production de viande. Et en plus, il prend en compte et il explique aussi les différents modes d'élevage, etc. Lui, il a travaillé en Amérique, donc l'élevage intensif en Amérique est encore plus intensif qu'ici. Mais ça donne quand même une vision très globale de comment on produit de la viande et vers quelle viande on va, où on ne va pas. Et peut-être même on peut arrêter complètement, mais c'est assez intéressant, donc je vous l'ai mis. Raviver les braises du vivant, c'est le dernier bouquin de Baptiste Morisot, qui est une personne qui a beaucoup travaillé sur le sauvage et sur comment on vit avec le sauvage et comment on l'appréhende et quelles conséquences ça peut avoir sur nos modes de vie. Ça, si vous en achetez qu'un, prenez celui-là. Et voilà. Après, j'ai mis 2 bandes dessinées, parce que c'est toujours plus facile les bandes dessinées pour appréhender des choses, ça va vite. Le Monde sans fin, c'est un monsieur qui s'appelle Jean Covici Héblin. Alors Jean Covici, il est plutôt pro-nucléaire, ce qui n'est pas forcément mon cas. Mais si on met ça de côté, la BD est très bien faite et elle explique comment on a évolué, comment nos énergies ont évolué, et notamment qu'on n'a jamais changé d'énergie, mais qu'on a toujours ajouté des énergies. C'est-à-dire qu'on a créé le nucléaire, on n'a pas remplacé le charbon en fait. On a ajouté du nucléaire. Et les renouvelables aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Donc on n'a pas fait cette réflexion de baisser notre consommation, on ne fait qu'en rajouter. Voilà. Puis il y a le côté historique et tout ça, c'est vraiment à lire pour comprendre comment on en arrive à nos modes de vie et leurs conséquences. Et un truc un peu plus poétique, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Philippe Descola, qui est un ethnologue qui a travaillé sur les Indiens Jivaros en Amérique centrale, qui ont un rapport complètement différent avec l'espace naturel. Et il a mis ça en bande dessinée, c'est très poétique, c'est très sympa, et il imagine que en fait, la culture Jivaro de respect de la nature s'impose dans nos sociétés. Et ça donne des scènes très rigolotes et qui apportent à réfléchir. C'est Alexandro Pignoschi qui a fait ça. Ça s'appelle Mytho Poiese. Et c'est vraiment à lire, c'est drôle, c'est sympa, c'est à mettre en toutes les mains. Voilà, alors il y a plein d'autres bouquins intéressants, mais j'ai pas tout mis. Et là-bas, il y en a plein, ouais, clairement. Merci Mathieu. Merci à vous.